mesdames et messieurs, honorable assistance, bonjour, Zouflaoui. Donc, à l'initiative du CONSECO, Comité des institutions économiques, on a l'honneur d'avoir aujourd'hui parmi nous Monsieur Oussel. Je ne sais pas de quel mot le qualifier, mais ça nous honore énormément de l'avoir ici parmi nous. Donc aujourd'hui, on aura l'occasion de l'entendre s'exprimer sur une question très importante. Donc, avant que je passe la parole, j'aimerais dire que M. Oussel est mon enseignant, c'est pour la deuxième année, donc j'ai eu l'honneur de le connaître, de discuter avec lui et de partager ses idées, mes idées avec lui, donc j'ai vraiment bénéficié de ce temps que j'ai partagé avec lui. Donc, c'est un monsieur qui a beaucoup donné pour notre université, un monsieur qui nous répond, plutôt qui répond toujours présent à chaque appel d'étudiants, tout le monde, communauté universitaire, un monsieur de première heure par rapport à la question d'Arbert, qui a beaucoup, j'estime, pas beaucoup, mais énormément contribué à ce qui est de la sauvegarde et de la promotion de notre langue et de notre culture. Donc pour cela, je me dois de vous remercier en tant que ma personne, en tant que structure, le CONSECO, on vous remercie pour tous ces aides. Et je passe la parole à Kamara. Monsieur Sehel ne s'est jamais traînant dont il est sollicité pour l'intérêt de la collectivité. C'est le témoignage de M. Pessah qui est dans la cour. Dernièrement, M. Sehel, sans oublier ce qu'il a fait pendant des années au département MSR. Il a dispensé des cours, des conférences, des soutenances, il a encadré même en licence afin que la langue MSR rayonne. Tout simplement, c'est le combat quotidien de M. Sehel. Et là, on peut savoir de M. Sehel. أعطيكم الصحة المال تمزوروا سنة المال تبعتكين وسقامون إن المدن يقام ذلك الزيتين ميدارا في سنة ودينا المال كلهم في سنة حضرم مسدقين. Alors, lorsque j'ai été sollicité donc, par l'intermédiaire de mon ami Glenn Africa pour cette conférence, j'avais déjà fait une séance 2 ou 3 jours avant sur cette thématique-là, donc je sais qu'elle je me suis dit, puisque j'avais déjà traité dans un autre contexte ce thème-là, peut-être que je vais proposer une basée d'actualité. Et d'autre part, peut-être qu'il faut multiplier les éclairages sur ces thèmes-là. Donc je propose mon éclairage, bien entendu, il y en a d'autres. Alors le titre, s'il vous plaît, je me suis un peu un truc, j'ai proposé aux étudiants transformation institutionnelle, en fait, voilà, je pourrais faire parler d'inertie institutionnelle, je vais m'expliquer après. Donc si vous voulez, donc en introduction, je vais définir 3 éléments. 1. Le besoin de croissance dans l'économie. 2. Qu'est-ce qu'on entend par contrainte structurelle. Et 3. Qu'est-ce que recouvre la notion d'inertie institutionnelle. Alors, sur la question du besoin de croissance, il est généré dans la société. Je donne quelques éléments de base que probablement vous connaissez tous, mais je pense qu'il faut les rappeler. Qu'est-ce qu'on va signifier par croissance d'abord? C'est l'augmentation régulière, quantitative des richesses produites. Ensuite, c'est l'élargissement des biens et services produits et à plus long terme, la transformation des structures de production de l'économie.
Alors, deux sources principales, ça c'est un rappel, les sources quantitatives, c'est-à-dire l'accumulation de facteurs, pour simplifier capital, travail et ressources liées à la terre ou au sous-sol. Mais un deuxième facteur important, c'est l'amélioration de la productivité des facteurs. Donc c'est la combinaison des deux qui sont à la source de la croissance. Qu'est-ce que j'entends par besoin de croissance? J'entends le besoin de croissance tel qu'il est ressenti dans la société. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la dynamique démographique. C'est vrai qu'il y a une inflexion du taux de croissance de la natalité, mais globalement, le taux de croissance démographique a certes été réduit, mais continue à être quand même relativement important. OK? Et surtout, la transformation de la structure, c'est-à-dire l'élargissement de la pyramide. Donc, les populations les plus jeunes sont dominantes. Or, lorsque les populations les plus jeunes sont dominantes, ça accroît les besoins. C'est dans la phase, dans le cycle de vie, c'est dans la phase de la jeunesse où il y a énormément de besoins, que ce soit individuel ou collectif. OK? La deuxième dimension qui génère ce besoin de croissance, c'est la demande sociale de progrès matériel. On peut être contre, il y a des courants critiques, il y a des théories de la décroissance, mais la réalité est là. Tout le monde veut améliorer, toute la population veut améliorer ses conditions matérielles. Alors, la conclusion, ça implique que le taux de croissance économique mesuré par le taux de croissance du PIB doit être nettement supérieur au taux de croissance démographique. Si l'écart est faible, ça veut dire que le progrès sera faible. Alors, pour donner un chiffre, il y a quelques années, j'ai été sollicité par les étudiants à propos d'un article paru dans la presse. La Turquie a multiplié son PIB par 3 en 10 ans. Donc si on calcule en termes de taux de croissance du PIB, ça fait à peu près 8%, 9% par an. C'est ça le taux de croissance, le besoin de forte croissance, c'est ça. C'est d'atteindre un taux de croissance de 8 à 9% par an. Des conditions à la fois pour satisfaire les besoins et pour essayer de faire face aux problèmes de l'emploi de la jeunesse, en particulier. Alors, la question qui se pose, là je vais reprendre des concepts que les plus anciens connaissent, mais je pense que malheureusement la transformation des programmes a fait que ça n'est pas diffusé dans les jeunes générations. C'est des concepts tirés de l'économie du développement classique. Je pense qu'il y a des trucs, l'économie du développement qui a quasiment disparu, rarement. Donc, nous avons été formés dans ce cadre kénien, dans les années 60-70 jusqu'aux années 80, c'était la base. Donc, pour un tas de raisons, j'ai l'impression qu'il y a un rétrécissement. Donc, je vais reprendre ces concepts. La première notion, c'est les contraintes structurelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance d'une économie est contrainte par des phénomènes. Alors, ces phénomènes structurels, c'est-à-dire agissant en profondeur et sur le long terme. J'en ai sélectionné un certain nombre. Donc, porte sur les dimensions fondamentales de l'économie, les caractéristiques de la base productive, l'articulation production-demande, l'insertion internationale de l'économie. OK? La notion de contrainte, je ne sais pas la traduction, c'est femara. Donc, femara, la force, dans tous les verbes. D'accord? Je suis contraint par une force. Donc, c'est une force qui contraint l'économie. OK? Alors, la notion de contrainte signifie qu'elle limite les degrés de liberté et impose une limite à la croissance. OK? Si elle reste telle qu'elle,
Ok, c'est-à-dire si on ne dessert pas les contraintes, si on ne réduit pas ces contraintes. Alors, concernant des économies comme la nôtre, ces contraintes résultent de l'histoire, c'est-à-dire des modalités à travers lesquelles notre économie a été intégrée dans l'économie moderne, mais intégrée en position dominée. D'accord? Ça a transformé qualitativement ces économies. Et d'autre part, le résultat de la réussite ou de l'échec des stratégies à partir de l'émergence des États nationaux, c'est-à-dire au moment où ces pays-là pouvaient exercer une souveraineté économique. Alors, il y en a qui ont réussi, il y a d'autres qui ont moins bien réussi. Je vais donner des exemples. La troisième notion, c'est cette notion d'inertie institutionnelle. Alors, l'idée, si vous voulez, c'est que les comportements des agents économiques et les performances de leurs actions sont orientés, sont déterminés par les caractéristiques des institutions économiques. Ça veut dire qu'ils agissent à l'intérieur d'un certain nombre d'institutions. D'accord? Alors, l'idée d'inertie, c'est que chez nous, ces institutions ont des difficultés à s'adapter aux besoins d'adaptation, aux besoins de transformation, aux besoins de changement qui s'imposent à notre économie. Alors, qu'est-ce qu'on va entendre par institution économique? Si vous voulez, ensuite, je vais donner des éléments de référence bibliographique, mais je vais poursuivre. Premier type d'institution, les institutions qui définissent les règles de la propriété des actifs et les règles d'exercice du pouvoir économique. En quoi c'est important? C'est ça qui va orienter les actions des agents économiques. Ceux qui ont travaillé sur ces domaines-là le savent bien, c'est-à-dire à partir de là se déterminent les systèmes de gouvernance des entreprises, etc. Deuxième type d'institution, les dispositifs régulant la relation d'emploi. D'accord? La relation entre l'employeur et l'employé en termes de modalités de recrutement, en termes de modalités de rémunération, en termes de stabilité de l'emploi, en termes de discipline au travail, etc. 3. Les règles de fonctionnement des marchés de biens et services, en particulier les règles concernant la concurrence. Là-dessus, évidemment, les choses sont assez variables. Alors, les règles organisant les marchés vont influer sur les types de comportements et les types de performance. C'est-à-dire, si vous laissez s'installer des monopoles locaux ou régionaux ou nationaux, l'orientation, c'est des stratégies de captation d'une rente de monopole et que la recherche du progrès passe au second plan. Ensuite, les règles définissant les relations entre entreprises et intermédiaires financiers ou systèmes financiers d'une façon générale, par de l'idée qu'il y a dans une économie des agents à capacité de financement et des agents à besoin de financement, les caractéristiques de ces intermédiaires, le mode d'organisation, les règles de collecte de l'épargne et de distribution du crédit, de distribution de moyens de financement de façon générale, sont déterminants. Ils vont avoir une influence sur la capacité à financer la croissance, sur la capacité à mobiliser l'épargne, etc. Et enfin, ça nous intéresse au plus haut point, c'est-à-dire nous, c'est les économies qui ont été insérées dans l'économie moderne de façon dominée, les règles qui régissent les rapports avec l'économie internationale, donc d'abord les règles d'échange des marchandises et les règles présidant aux flux, aux échanges de capitaux. Voilà ce qu'on peut
définir comme élément. Évidemment, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens de tout traiter. Je vais sélectionner un certain nombre de ces dispositifs pour les présenter. Alors, les institutions, elles résultent principalement de l'action de l'État, mais pas uniquement. Elles résultent aussi de compromis, de forces agissantes, c'est-à-dire de groupes qui ont une capacité d'influence sur l'État et qui arrivent à des compromis provisoires, plus ou moins accordés. Et ce qui nous intéresse, c'est que les institutions orientent les comportements économiques et donc les performances économiques sur le long terme. L'idée, si vous voulez, c'est que l'amélioration des performances passe par le changement institutionnel. Alors évidemment, on a déjà entendu parler de ça. Ça a été même une des dimensions des programmes d'ajustement structurel. Et les programmes d'ajustement structurel ont été fondés sur une option, à mon sens idéologique, néolibérale, et donc qui oriente d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que le problème de la qualité et de la nature des institutions ne se pose pas. D'accord? Ils ont donné une réponse, on peut, le problème reste, on peut envisager d'autres réponses. Alors, donc je vais traiter le reste de l'exposé en deux points. Premier point, je vais traiter des contraintes structurelles de l'économie algérienne. Et deuxième point, je vais essayer de voir comment les institutions et l'inertie institutionnelle va, à mon sens, provoquer, engendrer un freinage de la croissance. Alors, quelles sont ces contraintes structurelles? Alors, ces contraintes structurelles, elles résultent de deux processus. D'abord, les effets de l'insertion de l'État. Ça, je sais que très souvent on dit quand tu remontes à la nuit des temps, mais je pense que c'est des choses qui jouent encore. La modalité d'insertion de ces économies dans l'économie internationale a laissé des traces profondes. Il ne s'agit pas de juger des responsabilités, c'est la colonisation qui est responsable. Non, c'est des effets réels. D'accord, je vais donner des exemples par la suite. Donc, les formes d'insertion de l'économie dans l'économie algérienne, dans l'économie moderne en position combinée, qui a conduit simplement à un formatage des structures productives de notre économie en fonction des besoins de la métropole. C'est-à-dire, vous ferez ce dont nous avons besoin. On a perdu cette logique, on fonctionne dans cette logique-là. Et deuxième processus, c'est les effets des transformations induits depuis l'indépendance. Donc, l'émergence, la naissance de l'État-nation, la récupération de la souveraineté économique a conduit évidemment à des actions. Et donc, ces actions ont produit des effets qui ont plus ou moins soit desserré, soit renforcé ces contraintes structurelles. Alors, premier type de contrainte, la contrainte extérieure, ou on dit aussi la contrainte externe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout processus de croissance est conditionné par la capacité de l'économie à gérer durablement l'équilibre commercial extérieur. Alors pourquoi? Étant donné le niveau de développement, c'est-à-dire au moment où elles annoncent leur processus de développement, leur processus d'industrialisation, ces économies sont contraintes d'importer au moins une partie de
leur technologie. OK? Plus autre chose, éventuellement, en fonction des caractéristiques de la base de l'économie. Principalement, biens d'équipement, composants, services aux entreprises. Donc, très vite, ce besoin d'importation aboutit à ce qu'on appelle des importations à niveau incompressible, c'est-à-dire au-dessous duquel on ne peut pas descendre. Alors, pour pouvoir financer ces importations, il importe d'exporter. Donc, il faudrait que le volume d'exportation permette au moins d'équilibrer ou de réduire le déficit commercial. Alors, comment cette contrainte se manifeste dans le cadre de l'économie algérienne? Donc, j'ai 4 éléments qui me semblent importants. À long terme, le caractère non renouvelable des ressources exportées. Donc là, c'est un problème intergénérationnel. Et pour l'instant, on est à 97%, 98% des recettes d'exportation assurées par les hydrocarbures. Ensuite, deuxième aspect, la monospécialisation, c'est-à-dire nous dépendons de l'évolution, en gros, d'un seul marché, le marché de l'énergie. 3, le caractère cyclique de ce marché. Donc, vous voyez, on est dans une phase descendante, on est passé par une phase ascendante, on rentre dans une phase descendante, c'est la caractéristique des marchés des matières premières depuis pratiquement le XVIe siècle. D'accord? On n'y peut pas grand-chose. On sait que simplement que c'est cyclique. OK? Et enfin, le dernier aspect, c'est que bon, si on n'arrive pas à dégager suffisamment de recettes pour payer les exportations, il reste le recours à l'endettement. Mais le problème, c'est que le recours à l'endettement, la capacité d'endettement est corrélée à la situation de la balance commerciale. C'est-à-dire, on acceptera de vous prêter tant que votre balance commerciale est relativement équilibrée, mais dès que la balance commerciale se dégrade, vous aurez beaucoup plus de difficultés. Alors, qu'est-ce que ça entraîne au niveau de la croissance? Ça va donner un aspect saccadé à la croissance, c'est-à-dire des phases de forte croissance suivies par des phases de reflux. C'est ce qu'a connu notre économie, une phase de forte croissance dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, et un retournement à partir du milieu des années 80, pendant à peu près une quinzaine d'années. Okay? Le problème, c'est qu'en phase de recul, en phase descendante, ce qui a été construit est détruit. D'accord? Donc, ce qui a été accumulé, nous avons des processus de désaccumulation de ressources, nous avons des processus de désapprentissage. Donc, c'est un peu, le mythe de Sisyphe. D'accord? D'accord? Deuxième contrainte, la contrainte de productivité ou d'efficience. Donc l'idée que je veux aborder ici, c'est la question de la productivité globale des facteurs. Une économie, pour croître durablement, ne peut pas reposer uniquement sur l'accumulation quantitative des facteurs, c'est-à-dire augmenter le nombre de machines et augmenter le nombre de salariés. Il y a un deuxième moteur, une deuxième source qui est l'amélioration de la productivité des facteurs combinés, ce qu'on appelle la productivité globale. Et là-dessus, nous avons un problème, c'est que la productivité des facteurs reste encore faible dans les statistiques que donne par exemple l'ONS, il y a des études là-dessus, mais globalement la productivité des facteurs reste faible. La question à débattre, c'est le pourquoi. D'accord. Donc là, il y a 3 séries de raisons. La première, assez classique, c'est la lenteur des apprentissages technologiques. À partir du moment où nous importons des technologies, pendant très longtemps, on a considéré qu'il suffit d'améliorer les conditions de transfert technologique. À partir des années 80, on découvre qu'en fait, l'enjeu fondamental, c'est d'organiser les apprentissages. En tout cas, les apprentissages sont lents. D'accord. Deuxième facteur, qui est moins fréquemment cité, c'est les coûts organisationnels internes aux entreprises. D'accord? C'est-à-dire qu'on subit des coûts en
en liaison avec les modalités d'organisation des entreprises. Mauvaise division du travail, centralisation de la décision, les problèmes de coordination, les problèmes des systèmes d'incitation, etc. Et enfin, un dernier paramètre, qu'on va retrouver la notion d'institution, c'est les coûts institutionnels. C'est-à-dire que les agents économiques subissent des coûts en raison de la nature des institutions et des modalités de fonctionnement des institutions. D'accord? Je vais y revenir après. C'est coûteux, les institutions génèrent des coûts. Lorsqu'on met 6 mois pour donner un permis de lotir à une entreprise à qui on a confié un lot en zone d'activité, ça veut dire 6 mois, c'est 6 mois de perte de production. Comment on peut le justifier dans un? D'accord? Lorsque vous devez demander une autorisation qui met une éternité à vous venir, c'est-à-dire que vous êtes bloqué pendant toute cette période de décision. Je ne sais pas si vous avez vu l'usine qui fait des engrais, l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il fallait une autorisation d'exportation et que l'autorisation d'exportation, c'est ce qui est dans le contexte, mais enfin, bon, une autorisation d'exportation qui ne vient pas. Et donc cet ensemble-là fait que la productivité des choses, c'est la valeur du produit sur la valeur de la quantité des facteurs. Donc ça joue sur quoi? Ça réduit la valeur du produit. D'accord? Les institutions arrivent à réduire la valeur du produit. Alors les conséquences, première conséquence, c'est qu'en situation de faiblesse de la productivité, ça veut dire que la croissance repose principalement sur l'accumulation de facteurs, l'accumulation quantitative de facteurs, capital et travail, et donc ça fait une pression sur les besoins d'investissement. Deuxième chose, la croissance est plus coûteuse en ressources, c'est-à-dire la croissance consomme beaucoup de ressources. La troisième peut vous étonner, troisième contrainte, la contrainte des marchés. C'est vrai que ça peut nous étonner parce que nous venons de sortir d'une phase où on a recyclé sur le marché intérieur une partie des recettes en hydrocarbures, donc le marché a une expansion. Je parle en tendance générale. En tendance générale, les pays qui ont été en position dominée ont souffert de cette contrainte des ressources, cette contrainte d'étroitesse du marché, mais il faut la préciser. C'est-à-dire le marché est étroit par rapport aux exigences du régime de productivité. À partir de la fin du 19e siècle, les gains de productivité, l'amélioration de la productivité passent par des mécanismes liés à la croissance de la taille, liés aux effets d'échelle. Donc si votre marché intérieur est contraint, ça veut dire que vous exploitez moins les effets de volume, les effets d'échelle. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Oui. Ça veut dire qu'on peut réfléchir à travailler et pour le marché intérieur et pour le marché extérieur, mais pendant très longtemps, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 80, les grands marchés extérieurs étaient fermés. D'accord? Donc, dans de nombreuses branches, il ne faut pas se leurrer. Dans l'électroménager, la taille fabriquée 120 000 réfrigérateurs, on est très loin des tailles minimales au niveau mondial. Taille minimale au niveau mondial, on est autour de 600 000 réfrigérateurs. La même chose pour les machines à laver. La même chose pour l'acier. Ok, bon, il y a évidemment des branches où la taille du marché permet de réaliser ces effets d'échelle, mais pas toujours. Donc c'est cet aspect-là. Alors, en Algérie, deux processus ont permis de desserrer cette contrainte. Donc, au cours des années 70 et d'une partie des années 80, c'est le recyclage interne d'une partie de la rente pétrolière. On a inventé une deuxième solution, c'est la production du marché national. Donc, à partir des années 70,
et la mise en place de ce qu'on peut appeler des marchés administrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ensemble des paramètres du marché sont fixés par l'État. Et je vais vous donner un exemple pour illustrer ça. Les prix sont fixés par l'État, les salaires sont fixés par l'État, le taux de change est fixé par l'État, les taux d'intérêt sont fixés par l'État. Donc effectivement, vous avez un marché, je vous donne un exemple parce que j'ai travaillé dessus. Les liens produisaient début des années 90, fin des années 85, 100 000 réfrigérateurs. D'accord? Et ils pensaient qu'ils étaient en deçà de la capacité d'absorption du marché. Ils envisageaient de passer à 700 000. Au même moment, si on regarde les statistiques sur le Maroc, c'est 80 000 réfrigérateurs. Bon, c'est à peu près la même population. On peut supposer que le PIB par tête de l'Algérie est supérieur, mais avoir une demande 5 fois supérieure ne peut pas s'expliquer. D'accord? Et donc on est rentré dans cette logique-là. On a trouvé une solution, mais c'est une fausse solution à cette contrainte de marché. Alors, dès qu'on a rétabli aux vraies valeurs les paramètres économiques, c'est-à-dire les prix, le taux de change, les taux d'intérêt, etc., le marché s'est contraint. Le marché s'est contracté. On est à peu près autour à début des années 90, autour de 100 000, 120 000. Ça a repris à partir des années 2000 avec l'augmentation des revenus. Ok, donc cet exemple-là, on peut le généraliser. Une partie des problèmes que nous avons ont été rencontrés ailleurs, ils sont liés à ça. C'est-à-dire que la taille du marché n'est pas compatible avec les caractéristiques du régime de productivité. Alors, ça a deux conséquences. Un effet négatif sur l'investissement. Donc à partir du moment où les marchés ne croient pas régulièrement, donc ça freine l'investissement, donc ça va freiner la croissance. Et un effet négatif sur la productivité. Donc on maintiendra ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faiblesse du niveau de la productivité globale des facteurs. Dernier type de contrainte, je synthétise, c'est ce qu'on appelle le gap entre l'investissement et les capacités de financement. D'accord? En théorie du développement, dans les années 50 et 60, il parlait du double gap. Le gap entre les besoins de financement en devises et les recettes en devises, et le gap entre les besoins de financement d'investissement, les besoins de financement et l'investissement. Alors, l'idée générale est la suivante. Le taux d'investissement nécessaire pour assurer le démarrage est à peu près autour de 25% du PIB. Donc il faut investir à peu près 25% du PIB pour obtenir ce qu'on appelle une croissance auto-entretenue. On voit l'effort minimal critique. Alors, la plupart des pays qui ont décollé, qui sont mis sur une trajectoire de croissance, ont atteint ce niveau-là. L'Algérie avait un taux d'investissement autour de 48% à la fin des années 70. Mais c'était exceptionnel. D'accord. L'idée, si vous voulez, c'est que ce taux d'investissement nécessaire, cet effort minimal critique, se situe au-dessus du taux d'épargne, c'est-à-dire l'épargne globale sur le PIB. Alors pourquoi? D'abord, le taux d'investissement est élevé parce que l'amorce des processus cumulatifs de croissance nécessite de combiner les investissements productifs et les investissements en infrastructure, ce que Hirschman appelle les investissements en infrastructure économique et sociale. Alors, infrastructure, c'est-à-dire les infrastructures physiques, les routes, les ports, les voies de chemin de fer, etc., et les investissements en infrastructures de type éducatif ou sanitaire. Donc il faut former de la main-d'œuvre, il faut soigner les gens, et donc l'investissement, si vous construisez une usine et qu'il n'y a pas de route, c'est absurde. Donc il faut que l'investissement se passe et lieu en même temps.
volume de l'épargne. Alors, d'une part, l'épargne est contrainte par le niveau de revenu et de la productivité, c'est le cercle vicieux de Kuznets. Okay? Les revenus sont faibles, l'épargne est faible et donc l'investissement est faible. Progressivement, ça peut se redresser. Et il y a un autre aspect qui va concerner plus particulièrement certains pays, en particulier les pays américains, c'est la structure par âge de la population. C'est-à-dire, lorsque la population est dominée par les catégories les plus jeunes, le niveau de l'épargne est nécessairement tiré vers le bas. Parce qu'on va dépenser plus pour élever, pour éduquer, etc. Ok? Il y a des exceptions, si vous voulez, on va en parler après dans la discussion. Alors, quelles sont les conséquences sur la croissance? Donc, le maintien d'un taux de croissance élevé est conditionné par la capacité d'emprunt extérieur ou par l'attractivité des capitaux. Donc, pour pouvoir maintenir un taux de croissance élevé, il faut être en capacité d'emprunter. C'est ce qu'a fait l'Algérie à partir de la fin des années 60, mais surtout à partir des années 70. Okay? Mais, comme on a dit tout à l'heure, la capacité d'emprunt international est corrélée avec l'état de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on prête corrige. Donc, si vous avez une dégradation de la balance commerciale, votre capacité d'emprunt va s'en ressentir. Et donc, ça va avoir un effet sur l'investissement. Donc, l'état de la balance commerciale et de la balance des paiements va jouer un rôle central. Alors, qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une instabilité de la croissance. Donc, on aura une croissance qui va suivre un cycle avec des phases d'expansion et des phases de régression. Comme j'ai dit tout à l'heure, la phase de régression détruit partiellement ce qui a été acquis, ce qui a été accumulé dans la phase précédente. Alors, la crise de l'endettement du début des années 80, qui va nous toucher un peu plus tard, va changer les données du problème. C'est-à-dire qu'il est, pour maintenir un taux de croissance, disons correct, il est impératif d'élargir les possibilités de financement extérieur et donc de mettre en place une politique d'attractivité, soit des investissements directs étrangers, soit des investissements de portefeuille. La plupart des pays vont s'engager dans ce sens-là. C'est d'ailleurs de là que vient la notion de pays émergents. La notion de pays émergents est née du fait que de nouveaux acteurs sont apparus sur le champ des investissements de portefeuille, qui constituaient un débouché possible pour les investissements de portefeuille. Alors, qu'en est-il chez nous? Donc, malgré la politique d'épargne budgétaire et la constitution de réserves de change menée au cours des années 2000, le retournement du marché pétrolier à partir de 2014 devrait provoquer un resserrement de cette contrainte. C'est-à-dire un resserrement de la contrainte entre les capacités de financement et l'endettement. Il y aurait peut-être, pour le financement interne, une chose à creuser, mais sur laquelle on n'a aucune donnée, c'est ce qu'on pourrait appeler l'épargne informelle, par la thésaurisation. Donc, vraisemblablement, il y a des réserves d'épargne informelle qu'on ne mobilise pas. Et la question, c'est de savoir est-ce que cette épargne informelle est mobilisable dans le cadre de projets qui pourraient alimenter la croissance. Alors, la transition par rapport vers la question des institutions, l'idée, si vous voulez, c'est que si on veut retrouver une trajectoire de croissance, la priorité, c'est le desserrement de ces contraintes. Donc, les objectifs, c'est de desserrer ces contraintes. Et la plupart des expériences, dont il y a parmi vous des étudiants, on a fait des cas, des applications pratiques. Donc,
tous les pays d'Asie de l'Est ont commencé par ça. Desserrer la contrainte extérieure, desserrer la contrainte du marché intérieur. D'accord? La Chine, la Corée, Taïwan, par la suite la génération qui a suivi, ils ont commencé par ça. L'île Maurice en Afrique, actuellement l'Éthiopie, la Turquie. La Turquie va connaître une terrible crise en 1980 qui s'est soldée par une crise politique terrible. Et tout simplement parce que crise de la balance des paiements, ils n'arrivaient plus, c'était la faillite. Donc ils ont réorienté leur économie avec cet objectif, un, desserrer la contrainte extérieure, et deux, desserrer la contrainte du marché intérieur. D'accord? Donc la question est là. Alors, il y a des préoccupations de court terme qu'on peut lire dans la presse, faut-il s'endetter, la dévaluation du dinar, etc. Il ne faudrait pas que ça fasse passer au second plan la persistance et l'effet de la persistance de ces contraintes structurelles. Il ne s'agit pas de dire on va relever le dinar, l'État va investir le truc, etc. Bon, des fois la forme, hein, bon, il y a des appels à un financement par le déficit, quelle soit. La question, c'est ces contraintes-là vont à long terme obérer la croissance de l'économie. Et autre chose, c'est que, à mon sens, il faut aller au-delà de ce qui peut être appelé erreur de politique économique. Donc, ce qui peut être interprété comme une erreur de politique économique, en fait, résulte du jeu de ces contraintes. Ça ne veut pas dire que les politiques économiques ne sont pas responsables. Ça veut dire qu'il y a des forces encore plus importantes. Quelqu'un qui viendrait avec une autre politique économique, avec toute la bonne volonté, s'il ne traite pas ces contraintes, il va buter sur le jeu de ces contraintes. D'accord? Alors, l'explication que je propose, c'est que le fait que ces contraintes demeurent est lié au fait que les changements, les transformations des institutions économiques a été fortement marqué par l'inertie. C'est-à-dire qu'il y a du changement, mais en fait il y a du changement tout en restant à l'identique. Ok? Et le fait qu'on reste dans ce type d'institution va renforcer le jeu des contraintes et donc jouer, obérer la croissance de l'économie à long terme. Alors, les inerties institutionnelles, donc je vais traiter ça en deux points. D'abord, je vais donner quelques caractéristiques qui me semblent les plus marquantes des institutions économiques algériennes. Et dans un deuxième point, je vais présenter comment l'inertie de certaines institutions économiques, entendu pas en termes d'institutions mais en termes de règles, d'accord, va avoir un effet soit de renforcement, soit ne permettent pas ou interdisent de traiter les contraintes structurelles. Alors, caractérisation des institutions économiques. La première caractérisation, c'est que ces institutions sont conçues dans une logique d'exercice du pouvoir sur l'économie. La théorie économique actuelle, néolibérale ou même dans les courants hétérodoxes, vont considérer les institutions économiques comme des institutions devant être fonctionnelles, c'est-à-dire se mettre au service de quelque chose, au service de la croissance, du progrès, etc. Ce qu'on observe chez nous, c'est que ces institutions manifestent d'abord la volonté d'exercice d'un pouvoir, d'un contrôle de l'économie. Alors, cette notion d'institution comme fonctionnelle, c'est-à-dire au service de la croissance, on la retrouve y compris
dans les pays qui ont mené ce qu'on peut appeler des stratégies hétérodoxes, c'est-à-dire des stratégies qui sont éloignées de la logique néolibérale. Je pense par exemple à la Chine, au Vietnam ou à la Malaisie. Donc, ils ont changé, mais dans le sens où les institutions, les règles du jeu mises en place vont renforcer, vont soutenir quelque chose. Alors, l'idée générale qui apparaît, c'est que les institutions économiques mises en place sont caractérisées par la volonté de conserver pour l'État la maîtrise et le pouvoir sur le champ économique, comme sur le reste des champs de l'espace social, dans une logique de soumission. Dans une logique de soumission. Il ne s'agit pas de dire j'interviens, je fixe une règle pour favoriser, mais tout doit passer par moi. Alors cette notion, on va la retrouver dans quoi? On va la retrouver dans l'inertie, dans la réforme de la propriété des entreprises publiques. J'ai travaillé là-dessus, je connais au concret. On a laissé pendant à peu près une quinzaine d'années les entreprises publiques dans une situation les chocs de l'ajustement structurel ont déstabilisé complètement et leur bilan et leur compte d'exploitation. La plupart des entreprises ont consommé l'essentiel de leurs capitaux propres. Soit on les envoie en faillite, soit on les récapitalise, ou on les privatise. C'est ni l'une ni l'autre. Thème technique pendant 15 ans. J'ai été dans une entreprise pour intervenir. Et ça, dans le gaz, il est qu'on n'a même pas 1 milliard de centimes pour réparer la toiture d'un atelier. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas là. Vous imaginez que... Alors, l'idée là, on privatise, non, on recapitalise. Avec. Recapitaliser, il y avait une idée, si vous voulez, pour donner l'illustration. À un moment, les entreprises découvrent qu'elles avaient des actifs qu'elles ne pouvaient pas vendre, qu'elles pouvaient vendre. Des bouts de terrain, des trucs, etc. Alors, on leur a dit attention, on prend un degré, une entreprise qui vend un actif qu'elle n'utilise pas, l'argent ne va pas lui revenir, il va aller au trésor public. Alors qu'elles étaient. Alors évidemment, tous les développements, on plein de mémoire, la stratégie de X, la stratégie de Y, je suis resté dans le débat et poussé à la naissance. La stratégie, il n'y a pas de ressources financières. Et ça, alors l'histoire des ressources financières est une vieille histoire. À l'époque, j'étais jeune étudiant et en même temps, on travaillait, j'étais au ministère des Finances. Il y avait une bagarre au mairie contre le ministère des Finances et le ministère de l'Industrie. C'était en 1971 qu'on a pris la décision que le financement des entreprises publiques se fera massivement par le crédit. On ne vous donne pas de capitaux. Et donc, on va dire, tant que les taux d'intérêt sont faibles, c'est bien. Le part des fonds propres sur le total du passif ne dépasse pas 10% dans la plupart. Et dans beaucoup, ne dépasse pas 7%. Mais bien sûr, ça va déficitaire. Alors, si vous montez les taux d'intérêt à 15%, 20% dans les années 90, même si vous êtes un génie du management, vous ne pouvez pas tirer l'entreprise du tout. Alors, on a laissé ça, méritait un changement. Il y a des projets, on monte un projet, il est arrivé d'intervenir sur des trucs pour la privatisation, on fait un audit avant privatisation, on fait l'audit, et bien finalement ils ont changé d'avis. D'accord, donc c'est mécanique. Jusqu'à 2008, donc à partir de 2008, dans la plupart des entreprises, on décide de recapitaliser. Et c'est pas possible. C'est-à-dire pendant 15 ans, de l'eau a coulé sous les ponts. C'est-à-dire les changements techniques, vous avez l'obsolescence de vos techniques, l'entrée de nouveaux concurrents. Ok? Et si vous paralysez pendant 15 ans, discutez avec qui est mon nom, c'est terrible. Hein? Et mon horizon de décision, c'est 1 mois. Et qu'est-ce que ça veut dire 1 mois?
il n'est qu'est-ce que j'arriverai à payer les salaires. Et donc on est resté, soit vous fermez, donc on a fermé, les trucs qu'on a fermé, tout le secteur public local dans le bâtiment a été fermé. Ok? C'était imaginable. Alors, je n'ai pas les moyens d'expliquer pourquoi, parce qu'il faut être dans la boîte noire, il faut rentrer à l'intérieur, comment les compromis sont faits ou comment la paralysie s'est faite. À un moment donné, la privatisation, finalement, ça fera la différence. Deuxième exemple, la législation sur l'investissement. D'accord? La législation sur l'investissement, libéralisation, d'accord? Mais ce n'est pas la règle écrite, c'est le fonctionnement. À chaque étape, vous avez quelqu'un qui doit donner son avis. Je vais l'expliquer par la suite. C'est ce qu'on appelle la segmentation d'exercice du pouvoir sur l'économie. C'est-à-dire que vous faites un projet d'investissement dans une wilaya, vous avez une dizaine de directions qui doivent donner leur avis. Mais lui, c'est qui est roi, sans qu'on sache quels sont les critères. S'ils ont des critères qui disent nous voulons ça, voilà, tu vas dans son stade, là. Mais on est dans l'incertitude. Je vous donne un truc qui a l'air d'être une anecdote, mais à mon avis, c'est parlant. Quelqu'un lance un projet, à l'époque où ils ont lancé le projet de 1 million de logements. Il s'est dit, bon, Briqueterie, d'accord, donc il est là, il a un peu discuté avec lui, il a fait faire le truc par un bureau d'études sérieux, etc. Finalement, il dépose, il passe en commission, refus d'agréer le projet. Pourquoi? Le bâtiment administratif ne prévoit pas d'espace sanitaire. Espace sanitaire, oui, je pensais que c'était une blague. En fait, l'architecte le dessinateur Stoufarana, ils ont un code à force. Je suis allé faire de Messin des Carrois. Il a oublié de mettre une carroie sur la hakim. Le problème, c'est donc le dernier truc, c'est un investissement étranger. C'est un Portugais qui s'est allié avec des capitaux algériens. Et nous, d'après notre expérience, c'est 6 mois pour démarrer la production. Vous avez quelqu'un de 3 ans. À quel cas, c'est pour lui de collier sec. D'accord? Mais c'est juste un remise. Ce temps-là, comment ça peut s'expliquer? Comment ça peut s'expliquer? Ensuite, les tentatives de réforme du système financier, je ne vais pas prolonger le truc, c'est-à-dire qu'on a un vrai problème, c'est que le système financier actuellement n'arrive pas à mobiliser toutes les parts. Donc il y a une épargne forte. D'accord? Et d'un autre côté, jusqu'à ce dernier temps, vous avez un système financier, en particulier le système bancaire, qui va bénéficier des liquidités dues au remboursement des dettes des entreprises publiques et de l'État, etc. L'État va racheter les dettes des entreprises publiques, donc il paye les banques. D'accord? Donc ils ont des liquidités. En face, vous avez des demandes d'investissement, mais on n'a pas nos briques. Il n'y a pas de lien. Ok? Et les projets, ils ne se rencontrent pas. Il y a un problème. On peut suggérer des solutions. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des gens qui ont décidé de saboter. Ça, c'est le fonctionnalisme du pire. On peut le trouver dans le truc, mais ce n'est pas ça le truc. Il faut comprendre pourquoi. Comprendre pourquoi. Il n'y a pas on est dans une situation, en 1999, les chiffres 99, ce qui est devenu Slapsy, faut agrandir 100 milliards de dollars d'investissement. 1 milliard de dollars d'investissement dans la wilaya de Tizi Ouzou pour la création de 7000 emplois. Le directeur général les a donnés publiquement. Vous imaginez que ça veut dire 7000 emplois dans une wilaya comme Tizi Ouzou. Mais il est allé voir l'excuse. C'est-à-dire, dès qu'on passe à la réalisation, 1 milliard. 5%, 10%. Et enfin, dernier segment de signalement, l'ouverture des industries de monopole naturel.
c'est-à-dire tout ce qui est télécommunications, électricité, gaz, etc. Donc on a des avancées, des reculs. On ouvrait enfin. Ok? Alors, je vais le dire un peu de façon caricaturale, c'est-à-dire que toute activité économique, toute transaction économique doit être autorisée par les instances étatiques. Et la carte ça ne sait rien. Alors on dit, c'est derrière. Si vous prenez l'ouvrage je vous recommande l'ouvrage de Philippe Norel sur l'histoire de la mondialisation, et si vous reprenez la bibliothèque, l'ouvrage de Weber sur l'histoire économique, Weber analyse un type de système comme ça pour la Mésopotamie et explique pourquoi la Mésopotamie qui était en avance, finalement, c'est la chape de plan de l'intervention. Ofer Darstar, c'est une Iranienne qui a fait un truc là-dessus, où écoutez ça, le Muhtasib. Alors, le Muhtasib, c'est celui qui demande des comptes. Donc, le Muhtasib, c'est celui qui est chargé de contrôler le champ économique pour le compte du sultan ou du calife. D'accord? Donc, il y a. Je ne dis pas que c'est le prolongement, mais je dis qu'il y a des expériences, des trajectoires historiques qui ressemblent à ça. La deuxième caractéristique, c'est la segmentation d'exercice du pouvoir sur l'économie. Concrètement, ça veut dire que ce pouvoir exercé sur l'économie est partagé entre plusieurs champs administratifs et chaque champ exerçant jalousement ses prérogatives. Vous n'avez pas un décideur qui dit oui ou non. Pour un projet d'investissement, je crois qu'ici dans la Wilaya, il y a au moins une dizaine de directions qui sont impliquées. Et pour les on n'a pas dit pareil. Alors, quelles sont les conséquences sur notre thème, c'est-à-dire sur la croissance? D'abord, la montée des besoins et des délais de coordination. Je voudrais ajouter des conflits de coordination. Si vous avez deux directions qui ne sont pas d'accord sur un projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence globale. Deuxième, l'allongement des délais des transactions et des opérations économiques. Il faut, là, monsieur le Président, il y a une publication. Il est intégralement publié en anglais, il y a un résumé en français, on est doing business. Donc c'est une enquête annuelle de la Banque mondiale. Des chiffres, je donne deux chiffres. Délai pour s'inscrire au registre du commerce. Ouais, des pays, Singapour, Canada, etc., 24 heures. Mais nous connaissons qu'en moyenne entre 1 et 2 mois. Après, c'est considéré comme un progrès. C'est un progrès de pouvoir avoir. Deuxième exemple, les délais pour avoir un certain nombre d'autorisations une fois que l'investissement est fait. C'est-à-dire, je sais pas, permis de lotir, permis de construire. Ensuite, vous devez avoir l'avis, comme il y a une alimentation électrique, l'avis de la source de gaz, l'avis des trucs. Il n'a pas dit les avis, c'est pas un truc. Techniquement, ça justifie. La question, c'est que ça consomme du temps. Évidemment, si on raisonne à la paix à faire, bon. Mais là, chaque retard va se solder par des pertes en termes de production. Alors, troisième caractéristique, c'est ce qui m'apparaît comme étant une logique contradictoire des réformes des systèmes économiques. C'est-à-dire que, sous la pression de la crise de l'endettement, on a accepté un programme d'ajustement structurel contraint, donc on a opéré un certain nombre de réformes économiques. Le problème, c'est que les réformes n'ont pas avancé au même rythme et quelquefois des contradictions.
Il y a dans les analyses des institutions, il y a un développement qui est important, c'est ce qu'on appelle les compatibilités institutionnelles. C'est-à-dire les institutions encadrant une économie doivent être compatibles dans leur logique. Et donc ici, ça va produire des incompatibilités institutionnelles. Je vais citer quelques exemples. D'un côté, libéralisation du commerce extérieur et protection du marché national. En contrepartie, lourdeur, retard dans la législation et la réglementation de l'acte d'investir. C'est-à-dire que vous êtes envahi par les importations, mais pour investir, pour substituer aux importations, vous avez un frein terrible. Deuxième incompatibilité, la réforme des relations système bancaire-entreprise, donc ça vous connaissez ça, la norme de la bancabilité, vous êtes financé si vous êtes bancable, très bien, mais en même temps, on ne permet pas l'alternative à ça, c'est-à-dire ouvrir le capital ou carrément privatiser pour pouvoir avoir des fonds propres. Donc, d'un côté, vous avez, en particulier pour les entreprises publiques, des entreprises publiques qui ne peuvent pas avoir accès au financement parce que leur bilan n'est pas bancable, mais la seule solution, soit vous fermez, soit vous ouvrez le capital. Donc, il y a un frein sur l'ouverture du capital. Donc ça veut dire, si vous voulez, les enjeux n'apparaissent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il a paru plus simple d'imposer la bancabilité, c'était en 1986 apparemment, à la demande du Fonds monétaire international, mais l'autre, ouvrir, changer le régime de propriété des entreprises publiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, libéralisation des importations et législation sur les investissements étrangers. C'est-à-dire que celui qui veut rentrer, vous l'empêchez de rentrer pour investir, et pas simplement il va exporter. Pourquoi voulez-vous qu'il se casse la tête? Donc vous créez un barrage pour ceux qui veulent investir pour produire localement, mais vous libéralisez, vous ouvrez la porte pour ceux qui veulent simplement produire ailleurs et exporter chez vous. Donc c'est cette logique contradictoire. Les réformes ont eu lieu. D'accord? Le problème c'est que est-ce que ça constitue un tout cohérent? Un dernier point, c'est la logique d'exercice du pouvoir économique sans stratégie. Donc l'idée, si vous voulez, le choc des années 80-90, dans la plupart des économies, 158 pays sont passés au FMI à la fin des années 80. Donc la crise de l'endettement a eu un effet, oui, bien sûr. Plus l'accélération de la mondialisation après la chute du mur de Berlin, etc., impose aux économies et aux agents économiques de s'adapter, mais s'adapter dans des situations de forte incertitude. Alors, en particulier, en liaison avec la question des économies qui étaient surendettées, en particulier concernant les modalités d'insertion dans l'économie internationale. Donc là, il y a un article, de Lille. En ligne, c'est un Chinois vice-président chargé des études économiques de la Banque mondiale, et je pense vous avoir donné l'article. Il a fait un article dans la revue d'économie de développement. Il a eu un débat avec c'est un libéral, mais en disant, bon, les néolibéraux nous ont menés à l'impasse. D'accord. Il a eu un débat avec un Coréen qui s'appelle Wang. Donc, en gros, Lin dit la chose suivante. On n'a pas le choix que d'améliorer notre insertion dans l'économie internationale, mais cette insertion, contrairement à ce que prétendent les néolibéraux, ne se fait pas mécaniquement. Il faut une intervention stratégique de l'État pour assurer cette insertion, en particulier pour essayer de réduire l'incertitude. OK? Et là, donc, trois besoins vont émerger. La réduction de l'incertitude. La réduction de l'incertitude, c'est-à-dire si je me balance, je lance un investissement dans une activité, est-ce que cette activité, j'ai des chances de me faire une place à l'échelle internationale? J'ai lu il y a une semaine le récit d'un
homme d'affaires algérien qui a été en Chine pour voir ce qu'il ne pouvait pas acheter des équipements. Il voulait faire des composants pour les industries du forward. Il arrive et découvre un nouveau monde. Il a découvert des usines qui travaillent non pas pour le marché chinois, mais qui travaillent systématiquement pour le marché international. Donc il y aura des blagues. Il dit, si vous faites quelque chose, c'est faire quelque chose pour le marché international. Donc évidemment, ça demandera beaucoup plus de ressources. Donc cette idée d'incertitude, je vais vous donner une anecdote. Avant un séminaire de formation sur les questions d'importation avec des cadres. Donc spontanément, j'ai mis un truc. Dans quel pays pensez-vous que nous avons des chances d'exporter? 95% des pays africains. Sur quelle base? Quelle base? Normalement, il y a la guerre. Études d'attractivité, études de compétitivité, etc. Bon, attractivité des marchés africains, la taille de leur marché américain. Mais en fait, c'est ça le problème de l'incertitude, c'est-à-dire des Nixon, ils n'ont pas d'industrie, donc ils n'ont pas. Il y a un peu de paraître le marché, il faut négliger aucun marché. Mais le principal marché, il est en face de nous. C'est le marché européen, nous avons signé un accord d'association où nos produits industriels peuvent rentrer à 0% de droit de douane. Donc, c'est cette manifestation. Donc, spontanément, on va céder le pouvoir d'achat. Dans la demande de réfrigérateur de Manina, peut-être 10 000, 20 000. C'est ça. Et donc, évidemment, vous comprenez bien. Mais... Alors, on joint les deux choses, c'est-à-dire que l'investissement, il va buter sur la question de l'étroitesse du marché intérieur. Le marché extérieur, incertitude, donc vous comprenez où ça conduit. Deuxième exigence, c'est la mise en place de coopération. Dans l'état actuel où est l'économie, dans l'état de transformation, on ne peut pas s'engager tout seul. Il est impératif de trouver des coopérations. On a annoncé des trucs, on a annoncé au cours des années 90 stratégie de partenariat. Sauf que les gens qui sont venus, on est d'accord, nous voulons du partenariat, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Quelle est votre stratégie? Où est la stratégie? Si vous faites un partenariat, c'est-à-dire que vous avez une stratégie qui va se croiser avec la stratégie de quelqu'un d'autre. Je vais laisser vous parler de quelqu'un qui dit c'est nos rêves. D'accord? Et donc, en fait, là, ça va reposer le problème des investissements étrangers. Si c'est quelqu'un qui vient investir à 100% en Algérie pour exporter l'essentiel de sa production, d'accord. Alors, en particulier, le fait que les réseaux sont contrôlés. En particulier, le fait qu'une partie des exportations, ce sont des échanges intrafilières. Ce n'est pas des échanges de produits finis. Discuter avec les étudiants pourquoi le choix de Renault pour le Maroc, etc., et les choix s'expliquent. Les Marocains ont compris dans les années 70 qu'ils ne pouvaient pas construire une industrie à peu près viable d'automobile. Ils se sont réorientés dans une première phase vers la sous-traitance simple qui est devenue de plus en plus sophistiquée. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent, y compris avec Airbus. Et ça a créé un tissu dans l'industrie des composants automobiles, et donc ça a rendu possible le projet de Renault destiné vers le marché des pays émergents. Je ne connais pas les dimensions politiques, géopolitiques, probablement des limites. D'accord. Mais économiquement, ça s'explique comme ça. Économiquement, ça s'explique comme ça. Donc, pour entrer dans ces réseaux, il est impératif de mettre en place des coopérations. Et enfin, la coordination entre les acteurs. Je parle des acteurs nationaux. Les acteurs nationaux, à la fois institutionnels et économiques. D'accord. Coordonner entre plusieurs entreprises complémentaires, coordonner entre les entreprises et les universités, pour pouvoir construire des stratégies d'adaptation. Et là, il est impératif qu'il y ait une instance, quelqu'un qui joue ce rôle-là de coordination, de mise en relation. Et
Le rôle, c'est l'État, c'est-à-dire l'autorité de la puissance publique pour, au départ, probablement que les gens n'ont pas la même vision, n'ont pas les mêmes intérêts, mais de rapprocher les visions, de rapprocher les intérêts. Alors, la plupart des pays qui ont mené des stratégies d'adaptation réussies, si vous voulez mettre ça entre guillemets, mettez ça entre guillemets, c'est-à-dire l'Asie de l'Est, la Turquie, l'Éthiopie, le Brésil, etc., ou l'île Maurice, pour parler d'une petite économie. Donc la plupart se sont appuyés sur une vraie hiérarchisation des objectifs de l'État. Et en particulier, la question de l'insertion dans l'économie internationale. Alors là, ça me permet, je vais faire cette observation. Je l'ai dit dans une conférence à la Maison de la Culture, à la fin de la conférence, parce que j'avais dit que l'économie algérienne est une petite économie. Et dès qu'ils se battent, c'est pas du monde voyage. C'est la mesure du PIB. La Suède est considérée comme petite économie très ouverte. Notre PIB représente un quart du PIB de la Suède. Mais au plus, ça parle pas. C'est une réalité. Il n'y a pas à en être ni à déplorer, il y a un qui vient. D'accord, c'est ça. Et donc, évidemment, votre marché ne peut pas constituer le seul moteur. C'est-à-dire, vous devez trouver un autre moteur à l'extérieur. Et c'est comme ça que la Chine s'en est sortie. C'est comme ça que la Chine est passée de 600 milliards de dollars de PIB, doit être au à 4 000, dans 5 000 milliards de dollars de PIB en 30 ans. Et donc, la question de la hiérarchisation des objectifs, et en particulier pour moi la question de la contrainte extérieure, est déterminante. Ensuite, le passage d'une logique de soumission des acteurs à une logique de reconnaissance des acteurs. Alors, il y a là, c'est documenté sur la Chine, en particulier sur le Vietnam, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous cherchez l'implication des acteurs, il faut les considérer comme des acteurs et non pas comme des subordonnés. Et donc, reconnaître leurs intérêts. À titre d'exemple, les entreprises publiques chinoises, comme Cadre fixe un objectif de rentabilité. Tu me dégages la rentabilité, sinon tu es dissous. Deuxième objectif, quelle est votre contribution au commerce extérieur? Elle barrière. Vous faites des choses qui sont complètement aberrantes. Ça, c'est PDG d'une entreprise publique qui va là, voulait exporter son produit sur le marché européen revient à 130 € l'unité. Le prix moyen du produit est de 200 €. Donc il a une compétitivité prix évidente. Pourquoi vous ne le faites pas? Oui, c'est-à-dire il faut 2 mois pour avoir l'ordre de mission pour le directeur commercial pour qu'il aille à l'étranger. J'ai dit, l'ordre de mission signé par le ministre. C'est impossible de fonctionner comme ça. Alors, ensuite, l'engagement de l'État dans la mise en relation et la coordination. Ça n'est pas très apparent. Les étudiants qui sont dans les domaines du développement local, je pense que vous avez travaillé là-dessus, mais c'est des choses importantes. C'est-à-dire que la division du travail, la complémentarité des ressources, la complémentarité des compétences font qu'il est impératif de coordonner, il est impératif de coopérer. On ne peut pas faire les choses tout seul. Ok. Dans la logique ultime, on passe soit des firmes réseaux, c'est-à-dire une firme qui coordonne tout un réseau autour d'elle, soit au réseau de firmes. Ça, c'est la mutation qui s'est opérée à partir de la fin des années 70. C'est la réalité. Alors, là-dessus, il faut il y a évidemment un apprentissage, mais il y a un engagement, c'est-à-dire c'est l'impulsion à la coopération. Elle existe, mais de façon extrêmement limitée. Voilà.
Alors, ce redéploiement du rôle de l'État s'est appuyé dans la plupart des expériences sur une mise à niveau des compétences individuelles et organisationnelles, collectives, et de l'expertise de l'État. Donc là, il y a effectivement à renforcer l'expertise. Ça, à la limite, c'est un objectif accessible. Dans le cas de l'économie algérienne, la vision stratégique et la prise de conscience des véritables enjeux, donc à partir des contraintes structurelles, fait défaut, à mon avis, depuis la fin des années 60. Ça ne veut pas dire ce qui s'est passé avant de FNAC, mais à partir de ce moment-là, on était à un tournant et les enjeux ne sont pas apparus. Donc la succession des orientations ne montre pas qu'on a intégré les enjeux et en particulier cet enjeu de contrainte extérieure qui évidemment est lié aux autres. Alors, autre chose, il reste un dernier point. Quels effets des inerties institutionnelles sur les contraintes structurelles? Je synthétise. Donc, l'inertie dans le changement des rapports de propriété, qu'est-ce qui produit? Des effets désastreux sur la restructuration des entreprises publiques. Donc, la restructuration a traîné, et je ne sais même pas si elle est achevée, en raison du fait que les entreprises étaient prises dans un cercle vicieux. Il faut restructurer, donc investir, mais en situation de pénurie de ressources financières. Ensuite, sur le développement du secteur privé, le modèle, les modèles chinois, il n'y a pas parlé de modèle, disons les expériences, chinois, vietnamiennes. L'idée derrière, donc compris très rapidement que le secteur public allait demander beaucoup de ressources et beaucoup de temps pour être restructuré. Et donc, vous allez arrêter un moteur, il est impératif de créer d'autres moteurs. Les autres moteurs, dans le cas de la Chine, ça a été les investissements des Chinois de la diaspora dans une première phase, ensuite les investissements étrangers, et par la suite ce qu'ils appellent les entreprises de ville et de village, qui ont pris le relais comme moteur de l'économie, le temps de restructurer les gros mastodontes que constituaient les entreprises publiques. Et de Kounémoulèche, c'est-à-dire que le secteur public, bon, la difficulté, la masse de problèmes est telle que, même si on le restructure, ça mettra du temps, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de secteur qui a pris le relais. Même si le secteur privé s'est développé, mais il s'est développé, je ne suis pas sûr qu'il a contribué à résoudre les contraintes. Si vous créez une entreprise qui fait du montage, c'est-à-dire c'est de la quasi-importation, si vous créez une entreprise qui fait du conditionnement, c'est de la quasi-importation, vous n'avez pas réglé le problème. Et des contraintes donc évidemment, ça aboutit à des contraintes de financement extérieur. Les dispositifs encadrant les relations avec l'économie internationale, donc la déprotection a aggravé la pression sur la balance commerciale, les inerties sur l'investissement et les exportations n'ont pas permis de dégager des marges de manœuvre, c'est-à-dire en même temps que les importations augmentent, on a une dynamique des exportations. Et enfin, les dispositifs encadrant les transactions économiques, donc effet négatif sur l'investissement, c'est clair. Quand discuter avec des... c'est pas visible, si vous voulez. Et les pertes en termes globaux, en termes sociaux, ne sont pas visibles. Lorsque vous prenez 6 mois de retard dans le lancement d'un projet, on peut mesurer la perte à 6 mois de production. Et on peut, le retard mais quelquefois on se pose des questions. Et des effets négatifs sur le redéploiement vers les marchés extérieurs. C'est-à-dire, tant que vous faites, alors jusqu'à cette dernière réforme, 23 étapes pour réaliser une exportation. Il faut passer par 23 étapes. J'ai des étudiants qui ont fait un mémoire sur l'unité d'Arbahir qui fait de la confection sociale, une des plus anciennes, date de 68. Ils ont été contactés par un compatriote qui est au Canada, et au laisse là, il a fait ses calculs.
Il y a des étudiants, mais voilà, ils ont exporté. Mais bon, vous allez sur l'exportation. Le directeur du concours, j'ai été obligé d'arrêter. Pourquoi? C'est trop compliqué, il y a trop de trucs. Ils ont fait trois opérations pour 45 millions de dinars. Donc celui qui les a apportés, c'est celui qui les a apportés. Je pense qu'il était assuré de la compétitivité sur le marché canadien. Mais c'est un parcours du combattant, et comme évidemment c'est un peu complexe, donc ça demande la présence du directeur, il dit que je suis au four et au moulin, donc au bout d'un moment, il a tiré le frein. D'accord? Alors, lorsque je vois ce qu'il dit que les besoins d'importation, je suis ahuri. D'accord? Dans l'état où sont actuellement les entreprises. Voilà, bon. صحيح شكرا في الاول يعطيكم الصحه من كنت مزور